Bonjour à tous. Le poème que nous allons étudier aujourd'hui est un extrait du recueil Alcool d'Apollinaire, poète du début du XXe siècle, qui se situe lui-même à une jonction entre différentes époques de la poésie. C'est pour ça que son recueil Alcool est composé de poèmes qui peuvent aussi bien s'inspirer du symbolisme que déjà évoquer l'inspiration qu'Apollinaire trouvera dans la peinture cubiste par exemple. Le poème que nous allons étudier en l'occurrence est le poème Nuit rhénane, qui fait partie de la section des Rhénanes, inspiré de son voyage en Allemagne, qui lui justement montre cette oscillation entre tradition et modernité, puisqu'il évoque aussi bien une atmosphère merveilleuse, de conte, romantique aussi, mais avec une rupture dans cette tradition. Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune 7 femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout chanter plus haut en dansant une ronde que je n'entende plus le chant du batelier. Et mettez près de moi toutes les filles blondes au regard immobile, aux nattes repliées. Le Rhin est ivre où les vignes se mirent, tout lors des nuits tombe en tremblant s'y refléter. La voix chante toujours à en râle mourir, ces fées aux cheveux verts qui incantent l'été. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Nous nous demanderons comment ce poème met en scène l'enchantement du poète, oscillant entre merveilleux et réel, lyrisme et ivresse. Et pour cela, nous suivrons l'ordre du poème en étudiant d'abord l'entrée dans l'enchantement, constituée par la première strophe, puis la tentative de retour au réel dans la deuxième strophe, et enfin, dans les 5 derniers vers, l'emprise de l'enchantement qui s'étend. Le début amorce l'ivresse, comme le montre le verre qui est plein de vin. On a donc dès le départ ce topos poétique de l'ivresse, comme ce qui métamorphose de la même façon que la poésie, et qui nous introduit ici dans un monde assez flou et étrange, comme le montre l'adjectif trembleur, qui est un néologisme, et la comparaison avec une flamme en plus qui fait référence à Faust de Goethe, dans lequel Méphistophélès transforme du vin en flamme, faisant d'un liquide du feu, et cette allusion montre bien ici que l'univers dans lequel nous sommes introduits est un univers qui, tout en étant merveilleux, est aussi étrange, inquiétant. L'ensorcellement dont nous allons être victimes comme le poète n'est pas innocent. Dès le vers suivant, justement, il y a une volonté de nous faire rentrer vivement dans le poème avec l'injonction « écoutez ». Donc nous sommes d'écouter quoi donc une chanson. On a ici une mise en abîme du chant, une mise en abîme du poème, à travers le chant à l'intérieur même du poème. Donc nous devons écouter la chanson qui est dans le poème, de même que nous écoutons le poème. Et en fait, cette chanson qui est à l'intérieur du poème et qui est le poème aussi lui-même, est une chanson dont nous verrons que finalement, elle relève aussi bien du chant que de l'enchantement. Et d'ailleurs, nous voyons avec la lenteur des nasales, la chanson lente d'un batelier, qu'il y a une certaine douceur, mais une douceur finalement un peu insidieuse, qui accompagne cette chanson. Et dans cet univers merveilleux, rhénan, nous pouvons penser évidemment aux leaders romantiques, ces poèmes qui étaient très prisés justement dans l'Allemagne romantique. Donc il y a une certaine douceur romantique qui nous permet vraiment de nous introduire dans un certain monde, et c'est un monde merveilleux, le monde du conte, comme le montre justement la narration orale qui suit, puisque le batelier raconte avoir vu. Donc on est ici dans le conteur qui fait part d'une légende, comme le montre ensuite le cadre et les personnages de son récit, qui est sous la lune étant antéposée par rapport à cette femme, donc mis en avant, et qui insiste sur un lieu, un moment, un espace assez romantique, justement, la nuit. Et les 7 femmes
mystérieuse, puisqu'on les voit tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Couleur verte évoquant finalement le caractère fantastique, étrange de ces femmes. Mais le chiffre 7 l'annonçait déjà, puisque c'est un chiffre mystique. Ces femmes semblent être des sirènes qui enchantent jusqu'au poème lui-même, puisque l'adjectif vert, finalement, est un son. Il y a une paronomase qui revient régulièrement dans le poème à travers le verre de vin, à d'autres moments, et qui évoque aussi le vers poétique, de même que les pieds peuvent évoquer la poésie antique avec ses pieds, qui permettaient de faire le rythme de la poésie. Donc on a l'impression que cet ensorcellement produit par les femmes n'est pas seulement lié au chant, lié à leur présence, mais que ça va jusque dans le poème lui-même, qu'elles incarnent. Et nous arrivons à la deuxième strophe, qui est une tentative de rupture de cet enchantement, avec une autre danse, un autre chant et un élan vital pour sortir de ce charme, comme le montrent les expressions représentant un élan vers le haut, comme la modernité qui va vers l'avant. On a debout, on a plus haut, puis on a l'injonction chantée qui s'oppose à l'injonction précédente écouter. Les deux impératifs étant vis-à-vis, mais auparavant il y avait une attitude passive qui recevait le chant d'un autre qui venait ensorceler, tandis que là, le chant vient du poète, doit venir aussi du lecteur, puisque c'est le poète qui nous invite à chanter. Et c'est une sorte de sursaut pour ne pas céder à l'enchantement justement précédent. La ronde étant d'ailleurs une danse, un chant joyeux qui s'oppose à ceux des Nyx. D'ailleurs, la ronde aussi peut évoquer, et on le retrouvera à d'autres moments dans cette strophe, un mouvement clos, rassurant, stable. Immédiatement après, on a une nouvelle injonction qui, encore une fois, s'oppose à celle de la première strophe, puisque au lieu de écouter, c'est que je n'entende plus. Et si le subjonctif est nié, que je n'entende plus, il y a vraiment une volonté de sortir, justement, de l'enchantement. Et la polyptote entre chanter et chant, la répétition de cette racine, oppose justement les deux chants. Le chant de la ronde, le chant joyeux, et le chant du batelier qui était le chant romantique et suave. Et mettez près de moi toutes les filles blondes aux regards immobiles, aux nattes repliées. La fin de la strophe montre que le poète veut s'entourer d'un monde stable et réel et contrer le charme par son inverse, puisque ici, encore une fois, une injonction, mettez près de moi. Et on remarque que dans ce troisième vers, moi est au centre, comme s'il était au centre justement du cercle et au centre de toutes ces filles. Moi est au centre du vers lui-même. Et pour exprimer justement la position centrale du poète qui se veut entouré de ce monde réel. Et on a ici des filles qui s'opposent aux femmes, puisqu'elles sont blondes, elles ont un regard immobile, ce qui s'oppose aux cheveux tors, et elles ont les nattes repliées, donc entourées autour, ça est autour de leur visage. Donc leurs cheveux évidemment s'opposent aux cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds qui sont tordus. Ces filles évoquent la tenue traditionnelle de certaines Allemandes à l'époque, qui donc vient ancrer dans le réel. De plus, on a vraiment une insistance sur quelque chose de stable, puisqu'avant les cheveux étaient tordus, donc faisaient un mouvement sinueux qui s'étendait, instable, tandis que là, au contraire, les nattes sont sagement repliées et le regard est immobile, ce qui s'oppose au tremblement que nous avions dans la première strophe et que nous aurons à nouveau dans la troisième strophe. Enfin, nous pouvons remarquer aussi que ce vers est réparti en deux mouvements, au regard immobile, aux nattes repliées. Il y a un parallélisme de chaque côté de la césure qui participe aussi par son caractère classique, traditionnel, parfait aussi, à cette stabilité que recherche le poète. Hélas, pour lui, finalement l'enchantement semble s'accélérer, comme le montre l'accélération de la musique elle-même, de l'ivresse, qui passe de la légende à la nature, puisque le Rhin est ivre. Ici, cette personnification montre que la nature elle-même est envahie de cette ivresse, qu'on voit aussi par la répétition. Le Rhin est ivre,
par les allitérations en R et en V qui rappellent justement le mot ivre et qui parcourent l'ensemble du vers. Le Rhin est ivre ou les vignes se mirent. Et aussi le fait qu'il y ait une certaine rapidité qui montre l'accélération de cet envoûtement, puisque nous remarquons que dans le premier hémistiche, le Rhin est ivre, nous n'avons que des mots d'une seule syllabe, ce qui montre justement cette accélération. Et la nature s'abîme dans l'ivresse, comme le montre la métaphore de l'or des nuits qui tombe en tremblant si reflété, métaphore des étoiles, métaphore lyrique précieuse, mais qui montre aussi nos chutes dans l'ivresse, tombe en tremblant si reflété. Et nous retrouvons les tremblements de la première strophe avec trembleur, flamme. Ici, tremblant, si reflété, nous avions avant semir aussi. Tous ces reflets, tous ces tremblements qui montrent justement l'oscillation du poème, qui passe du réel au merveilleux et qui montre la situation du poète à la frontière entre ces deux mondes dont la limite est poreuse. Et on retrouve la voix qui chante toujours. C'est le batelier. Mais nous constatons ici qu'il n'est plus désigné que par la voix. Ici, nous avons une synecdoque qui dématérialise le chant du début et qui insiste donc sur le caractère étrange de ce chant. Le batelier disparaît, il n'y a plus que sa voix, ce qui rend ce chant encore plus envoûtant, fantastique. Il est déréalisé en quelque sorte, il a perdu sa matérialité pour exister seul. Et nous voyons ce néologisme dans le vers, en râle mourir, avec les allitérations en R qui insistent sur les caractères potentiellement funestes de cet envoûtement et de ce chant, dont le poète avait essayé de se libérer. Ce qui nous amène justement à peut-être aussi l'autre origine de ce chant. Nous avons le chant du batelier, mais il y a aussi le chant des fées. Elles sont cette fois, les 7 femmes sont cette fois bel et bien désignées comme des fées, qui ont toujours leurs cheveux verts, mais elles incantent l'été. On a la même racine lexicale, incante, c'est la même racine que chanter. Le chant devient clairement une incantation qui s'étend même aux saisons. Donc ici on a un parallèle entre le chant du batelier qui raconte toujours des fées qui elles-mêmes chantent. En fait on a une triple mise en abîme qui accentue cette idée de trouble, d'incapacité à savoir où nous nous situons dans ce poème où les chants se multiplient et viennent nous envoûter. Et cela termine par « Mon vers s'est brisé comme un éclat de rire ». La fin est comme la rupture du charme, du rêve, puisque nous avons ici bien brisé, avec une allitération en R, mon vers s'est brisé comme un éclat de rire, les sonorités du bris, le vert avec la paronomase évoquant à nouveau la couleur des cheveux, verte, mais aussi le vert du poème, et de fait, le poème s'est brisé avant d'être un sonnet élisabétain. Il manque un vers pour que ce soit un sonnet élisabétain, donc on peut bien dire qu'il y a une brisure dans le poème. Mais en même temps, cet éclat de rire est surprenant et peut-être être la victoire de l'ensorcellement. On avait avant Méphistophélès au tout début. Or, de fait, nous avons une sorte de retour au début. Mon vers était plein d'un vin trembleur et maintenant mon vers s'est brisé comme un éclat de rire. Au début, on avait le vers, on a à nouveau le vers. Au début, on avait Méphistophélès et là, on a un éclat de rire qui est peut-être diabolique et qui peut marquer la victoire de l'ensorcellement. Ainsi, nous avons bien ici un poème dont la multiplication des chants, dont les reflets, dont le tremblement indiquent l'oscillation du poète et du lecteur entre merveilleux et réel, et une certaine ivresse qui rend les frontières entre le monde réel et le monde merveilleux justement poreux. Nous pouvons penser à Vendémiaire aussi d'Alcool, dans lequel l'ivresse là aussi s'étend, mais avec pour le coup un mouvement joyeux, dynamique, et la façon dont l'ivresse s'étend au monde est plutôt une sorte de mouvement d'apothéose, de victoire, heureuse, davantage que d'enchantement trouble. Nous pouvons aussi penser à L'odeur des vignes de René Vivien, poème qui là aussi met en scène les coteaux, les vignes, mais dans une atmosphère qui mélange la mythologie à la réalité.